Comment la Première Guerre mondiale a ruiné l'Europe? En 1913, l'Europe, c'était le centre du monde, ni plus ni moins. Elle produisait près de 60% du pétrole, de l'acier, du coton et même des biens de luxe de la planète. Imaginez un peu la puissance. Et puis, 10 petites années plus tard, la voilà qui mendie des crédits à New York, comptant ses morts par millions, et se demandant, le souffle coupé, comment 4 années de conflit ont pu balayer 5 siècles de domination quasi incontestée. On se pince pour y croire, n'est-ce pas? Comment diable une guerre a-t-elle pu transformer le continent le plus riche et le plus influent du monde en un champ de ruines endetté, un prête-nom pour l'histoire? C'est ça, la question. Si vous aviez jeté un œil à n'importe quel classement économique ou culturel en 1910, vous auriez vu l'Europe trôner en maître, avec une arrogance presque palpable. La livre sterling, elle réglait 40% des échanges mondiaux, c'est dire. Paris rivalisait sans problème avec Londres pour le titre de première place financière, et Berlin, elle, doublait sa production d'acier tous les 5 ans, à une vitesse fulgurante. Vienne, cette capitale culturelle, imprimait la musique que l'on fredonnait de Tokyo à Buenos Aires. Nos empires coloniaux couvraient un quart du globe, la chimie allemande et la couture parisienne s'exportaient partout, faisant la pluie et le beau temps sur les marchés internationaux. Et l'étalon or, ce système monétaire solide, donnait à l'Europe un pouvoir d'achat que les États-Unis n'avaient même pas encore rêvé d'atteindre. Bref, le vieux continent se sentait non seulement puissant, mais carrément indestructible. C'est précisément cette confiance aveugle, cette assurance un peu hautaine, qui allait rendre la chute d'autant plus brutale et inattendue. L'ironie du sort, on pourrait dire. Et puis, le 28 juin 1914, une date gravée dans l'histoire, 2 balles. Elle tue l'archiduc François Ferdinand et son épouse à Sarajevo. Sur le coup, personne, absolument personne, n'imagine que les cabinets européens, ces cercles diplomatiques si policés, vont transformer ce qui semblait n'être qu'un incident balkanique en une guerre totale, un cataclysme mondial. Pourtant, en l'espace de 5 semaines à peine, le système d'alliances complexes et entremêlées, la triple alliance d'un côté, l'entente cordiale de l'autre, va convertir une affaire d'honneur austro-serbe en un conflit qui embrasera la planète. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le 4, le Royaume-Uni rejoint la bagarre. Le piège se referme, inexorablement. À ce stade, plus personne ne peut reculer sans perdre la face, sans saper sa crédibilité sur la scène internationale. La machine est lancée et elle ne s'arrêtera pas de sitôt. Ce qui s'ensuit, c'est l'entrée dans une ère nouvelle, terrifiante, celle de la guerre industrielle. Fini les charges héroïques, place à la production de masse de la destruction. Les usines tournent sans relâche, au 3-8, jour et nuit. Qui les fait tourner? Les femmes, les adolescents, les vieillards, qui remplacent pour nos hommes partis au front, mobilisent. Des trains entiers, de 40 wagons chacun, déversent chaque jour près de 1000 tonnes d'obus sur le front de la Somme. C'est une folie. À Verdun, on tire en une seule année plus de métal que pendant toute la guerre de 1870. Le résultat? Dévastateur. En 1916, la France consacre 70% de son budget à l'armement, l'Allemagne, elle, atteint le chiffre ahurissant de 85%. Le continent tout entier arrête de produire pour vivre. Il ne produit plus que pour détruire. Et quand enfin, les canons se taisent, il ne reste plus rien, ni capital pour reconstruire, ni jeunesse pour relancer le pays. Juste un vide sidéral. Mais au-delà des chiffres économiques, parlons de l'indicible, le coût humain. Combien de morts? Entre 8,5 et 10 millions de militaires européens, un chiffre qui donne le vertige. Parmi eux, 1,4 million de Français, 2 millions d'Allemands, 1 million d'Autrichiens. Et ce n'est que le début. Ajoutez à cela 6 millions d'invalides graves, les fameuses gueules cassées, ces hommes dont le visage a été brisé par la guerre, portant à jamais les stigmates du conflit. Et que dire des 8 à 10 millions d'orphelins, des millions de veuves. Sur certaines classes d'âge, le taux de perte atteint un effrayant 20%. Imaginez un amphithéâtre universitaire rempli de jeunes hommes. Un étudiant sur 5 ne reviendra tout simplement pas. C'est une génération entière qui est fauchée. Et comme si ce n'était pas assez, la grippe espagnole, qui suit de près, achève l'hécatombe, faisant entre 20 et 50 millions de morts dans le monde, affaiblissant des sociétés déjà exsangues et traumatisées. Le tissu social est déchire, les familles dévastées. Côté comptabilité, la guerre est une catastrophe sans précédent. Rien qu'en France, elle détruit 300 000 bâtiments, des maisons aux usines, en passant par des monuments. Des régions entières,
comme la Picardie ou la Champagne, sont réduites en poussière, leurs paysages lunaires témoignant de l'horreur. 2000 km de voies ferrées sont anéantis, 5500 ponts dynamités. Imaginez l'ampleur de la reconstruction. Le coût global pour la seule France, 120 milliards de francs or, l'équivalent de 3 budgets annuels d'avant-guerre. C'est une somme astronomique. Pour financer cette folie destructrice, les États empruntent partout. Londres se tourne vers New York, Paris vers Londres et Berlin, coupé du monde extérieur, vers ses propres banques intérieures. Le résultat est clair. En 1919, la dette britannique représente 136% de son PIB et la dette française grimpe à 160%. L'Europe, la banquière du monde, passe la main, contrainte et forcée. Elle devient débitrice et les États-Unis, eux, deviennent les grands créditeurs mondiaux, la nouvelle puissance économique dominante. Le dollar remplace la livre sterling. Wall Street supplante la City de Londres. L'abandon de l'étalon or, précipité par la guerre, ouvre la voie à une inflation galopante dans les années 1920. En Allemagne, c'est l'hyperinflation de 1923, un cauchemar économique où un pain passe de 250 marks à 200 milliards. Une famille entière peut voir son héritage s'évaporer en une semaine. La reconstruction et le remboursement de ces dettes colossales pèsent lourdement sur les finances publiques, provoquant une hausse des impôts et un coût de la vie exorbitant, exacerbant les tensions sociales déjà vives. 1917. La Russie tsariste, minée par la guerre et les tensions internes, s'écroule, emportant avec elle l'empire Romanov et ses 300 ans d'histoire. 2 ans plus tard, c'est au tour des Habsbourg, des Hohenzollern et des Ottomans. 4 empires millénaires, balayés par le souffle du conflit. Sur leurs décombres naissent 9 nouveaux États. La Pologne, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, l'Autriche, la Hongrie, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Une carte de l'Europe entièrement redessinée. Mais attention, nouvelle carte ne signifie pas nouveau départ sans accroc. Au contraire, ces frontières fraîchement tracées créent de vieux contentieux, des problèmes insolubles, des minorités allemandes en Pologne, des Hongrois en Roumanie, des Croates en Serbie. Le traité de Versailles clame haut et fort le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais il trace des frontières au cordeau, souvent arbitraires, qui ne font que semer les graines d'une future catastrophe, celle de la Seconde Guerre mondiale. La stabilité politique de la région est fragilisée pour des décennies. Nos soldats rentrent, mais ils ne sont plus les mêmes. Beaucoup souffrent en silence de ce que l'on appellera bien plus tard le syndrome de stress post-traumatique. Cauchemars récurrents, crise de colère incontrôlable, un mutisme profond qui les coupe du monde. C'est une génération perdue, marquée à jamais par l'horreur des tranchées. Pendant ce temps, les femmes, qui ont tenu les usines, les champs, les transports, qui ont fait tourner le pays en l'absence des hommes, sont renvoyées à la maison pour libérer des emplois. Une double peine pour beaucoup d'entre elles. Le chômage grimpe en flèche, les salaires stagnent et les prix, eux, explosent. En 1919, le coût de la vie a doublé en France, triplé en Italie. Le mécontentement gronde. Les grèves se multiplient, 2 millions de grévistes en Allemagne, 1,5 million au Royaume-Uni. Les classes moyennes, piliers de la société d'avant-guerre, ruinées par l'inflation et la perte de leurs économies, perdent leur statut, leurs repères. Le pessimisme remplace l'optimisme du progrès, l'idée même d'une amélioration constante de la vie. Le tissu social est à vif, les tensions sont palpables. Avant 1914, on croyait dur comme fer à la science, à la raison, à l'évolution constante et inéluctable de l'humanité. L'optimisme était roi. Après Verdun, après cette boucherie sans nom, plus personne ne parle de progrès sans une pointe d'ironie, sans un certain cynisme. Le choc est trop grand. Les artistes, en première ligne de cette désillusion, peignent des mondes fractures, des réalités éclatées. Dada crache sur la logique. Le surréalisme explore les méandres de l'inconscient, comme pour fuir une réalité trop laide. Les écrivains publient des anti-héros, des figures désabusées qui reflètent l'état d'esprit d'une époque. À l'Ouest, Rien de nouveau d'Erich Maria Remarque devient un best-seller mondial. L'expression d'un malaise partage. Partout, on élève des monuments aux morts, des témoignages silencieux de la perte, et non des arcs de triomphe. Le deuil devient la seule idéologie partagée, un sentiment collectif qui unit une Europe en lambeaux. En 1919, la bascule est claire. Washington détient 40% des réserves d'or mondiales. New York, la nouvelle capitale financière, prête sans compter à Londres, à Paris, à Rome. Quand l'Europe balance, épuisée,
Entre réparation et reconstruction, ce sont les Américains qui proposent les solutions, les fameux plans Dawes, puis Young, de véritables cartes bancaires américaines pour un continent à sec. Le vieux continent, jadis si fier, devient dépendant. Il importe du blé du Kansas, du pétrole du Texas, et bientôt, les films de Hollywood. L'hégémonie culturelle suit le pas de l'hégémonie économique. Le jazz, les cocktails, les danses rapides envahissent les salons européens. En l'espace de 10 ans à peine, l'Europe passe du statut de maître du monde à celui de simple client, d'un continent sous tutelle. C'est un changement de paradigme radical et rapide. Petit CTA intermédiaire. Si vous commencez à saisir comment cette guerre a fissuré l'édifice européen et changé le monde à jamais, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour que YouTube la propose à d'autres curieux d'histoire. Et dites-moi en commentaire, quelle image d'avant-guerre, de cette belle époque perdue, vous surprend le plus aujourd'hui? Je suis vraiment curieux de lire vos avis. La misère économique, l'humiliation des traites de paix, la peur du lendemain. Voilà un cocktail explosif, une recette parfaite pour le désastre politique. En Italie, Benito Mussolini, figure charismatique et autoritaire, promet de remplacer la victoire mutilée. Le sentiment que le pays n'a pas été suffisamment récompense pour ses sacrifices par un empire. En Allemagne, Adolf Hitler brandit le traité de Versailles comme un diktat, une humiliation nationale qu'il faut annuler à tout prix. Les démocraties naissantes, fragiles et inexpérimentées, la République de Weimar en Allemagne, la République autrichienne, peinent à lever des impôts suffisants, à payer les réparations de guerre et à calmer les révoltes sociales qui secouent leurs fondations. Le vote devient une loterie, un baromètre de la colère populaire. En 1932, le NSDAP, le parti nazi, passe de 12 à 37% des voix en quelques mois. L'effondrement économique et moral, cette profonde désillusion, ouvre grand la voie au pire, aux régimes totalitaires qui promettent ordre et grandeur retrouvée. Attention, soyons clairs. L'Europe ne devient pas un désert. Elle conserve ses usines, ses universités prestigieuses, ses ports dynamiques, mais elle cesse d'être le centre névralgique du monde. Le commerce mondial se déplace inexorablement vers l'Atlantique, puis vers le Pacifique, suivant la nouvelle puissance économique américaine. La science, elle aussi, suit l'argent et les opportunités. En 1927, 40% des prix Nobel scientifiques vont à des Américains, contre seulement 15% avant 1914. L'or s'envole vers les États-Unis, et les cerveaux aussi. Des esprits brillants comme Einstein, Bohr, Teller, bâtissent la physique moderne outre-Atlantique, loin d'une Europe en crise. Le vieux continent devient alors un musée vivant, certes magnifique, riche d'une histoire millénaire, mais indéniablement dépendant et moins influent. En 4 années seulement, la Première Guerre mondiale a donc fait voler en éclats 5 siècles de domination européenne. Elle a tué une génération entière, ruiné les trésors publics, abaissé le continent au rang de débiteur, brisé les empires et la confiance inébranlable en l'avenir. Pire encore, elle a légué à l'Europe des dettes qu'elle ne peut payer, des frontières qu'elle ne peut défendre sans créer de nouveaux conflits, et des rancunes profondes qu'elle ne peut étancher. De cette dépression économique, sociale et morale, naîtra inévitablement la Seconde Guerre mondiale, puis la division Est-Ouest de la guerre froide. L'hégémonie européenne est terminée, définitivement. L'ère américaine, elle, ne fait que commencer. Alors, chaque fois que l'on entend parler de belle époque, de cette période dorée d'avant 1914, souvenons-nous qu'elle a précédé le plus grand effondrement, le plus grand suicide collectif de l'histoire moderne. Si cette vidéo vous a fait voir les années 1914-1918 sous un angle nouveau, n'hésitez pas à la partager autour de vous, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, et à très bientôt pour explorer comment les États-Unis ont su transformer cette victoire en un nouvel ordre mondial.